Bonjour, mon invité aujourd'hui est Djalil Lounas, professeur à Al Rawan, l'université au Maroc, Al Rawain. Il est notamment spécialiste des mouvements djihadistes, de l'islam radical, et il vient de publier un livre qui s'appelle Les revenants du djihad, un livre vraiment de référence aux éditions L'Harmattan. Bonjour Djalil. Bonjour. Eh bien, je trouve c'est vraiment courageux de plonger dans un sujet complexe. Comment vous avez construit votre méthode dans une question, sur une question qui est très difficile à traiter? Écoutez, merci beaucoup d'abord de me recevoir. Écoutez, c'est quand même un long travail. C'est un travail qui a commencé en 2018. L'idée était de voir quelles sont les solutions qui existent aujourd'hui, non pas pour gérer les revenants du djihad, c'est-à-dire qu'à partir de 2018, vous avez des vagues de retour de djihadistes de Syrie et d'Irak notamment. Et donc la question se posait à l'époque de comment on va faire, comment on va gérer ces revenants, quelles sont les solutions qui existent. Et donc à partir de là, l'idée était de faire un travail de fond dans les pays du Maghreb, puisque les pays du Maghreb ont été confrontés à la violence depuis les années 90, la violence djihadiste. À partir de terrain, donc j'ai conduit plusieurs terrains en Algérie, au Maroc, en Tunisie et ailleurs. L'idée était de voir quelles sont les stratégies mises en place dans ces pays pour déradicaliser les revenants, donc les revenants, les On revenants va politiques. aborder en profondeur point par point d'abord. Et d'abord, comment naît, comment se développe et comment se prospère le djihadisme? Le djihadisme donc, né dans les années 60-70, d'accord, et en fait n'est pas récent. Mais au Maghreb, il apparaît à la fin des années 80 avec ce qu'on appelle les Afghans arabes. Donc c'était les jeunes maghrébins, marocains, algériens, tunisiens, libyens, qui étaient partis faire le djihad en Afghanistan dans les années 80 contre l'Union soviétique, qui était revenue. Alors, quelles sont les matrices, quelles sont les causes? C'était l'autoritarisme, c'était également les problèmes socio-économiques à l'époque, la pauvreté, sur fond donc d'endoctrination religieuse. Donc, ces jeunes-là étaient partis faire le djihad à l'époque, ok, reviennent au Maghreb, et à partir de là, donc, commence à recruter des jeunes sur place qui vivaient dans des mêmes conditions difficiles socio-économiques, notamment en Algérie et en Libye. Et à partir de là, donc, à partir du milieu des années 90, vont mettre en place, donc, rentrer dans une stratégie de violence contre les régimes pour les combattre. Et ça va durer des décennies, des décennies. Donc voilà. Au pic, dans les années 90, on a eu jusqu'à quand même 25-30 000 djihadistes en Algérie, dans les montagnes, qui combattaient. Même chose en Libye, on a eu un soulèvement en Libye également. En Tunisie, c'est arrivé beaucoup plus tard, c'est arrivé à la fin des années, au début des années 2011, où il y a eu une explosion du phénomène de djihadisme. Il y a Voilà. ce fil conducteur, le djihadisme, mais les pays, notamment l'Algérie, le Maroc, la Tunisie, la Libye peut-être un peu moins, mais la Mauritanie, ils ont des méthodes différentes pour traiter ce problème. Tout à fait. Qu'est-ce qui différencie les uns des autres? Alors, globalement, quand on parle, donc, quand on parle, donc, ce qui a été fait, c'est on s'est rendu compte. On s'est rendu compte que la réponse purement sécuritaire n'était pas suffisante. La réponse sécuritaire n'était pas suffisante. On ne pouvait pas simplement donc, lancer des stratégies de suppression du terrorisme pour régler le problème. Et donc, à partir des années 90, commençant au Maghreb avec l'Algérie, ensuite dans les autres pays, on a mis en place des stratégies dites de réconciliation. Musalaha, sulh, on appelle en arabe. Et l'idée était de traiter l'extrémisme violent de manière, pas simplement par la force, mais également d'offrir ce qu'on appellerait des portes de sortie. Alors, c'est quoi? C'est ce qu'on appelle des stratégies de déradicalisation. Quand on parle de stratégie de déradicalisation, il y a deux stratégies. Il y en a une qu'on appelle la stratégie comportementale de déradicalisation, d'accord? Et l'autre qu'on appelle la stratégie de déradicalisation idéologique.
Donc, en Algérie, à partir des années 90, on a essayé de commencer par la stratégie de déradicalisation idéologique, c'est-à-dire l'idée est donc quand vous adoptez cette stratégie, l'idée de dire l'idéologie est la matrice de la violence, c'est elle qui cause la violence, et donc on va essayer de changer l'orientation idéologique, le système de pensée de ces individus, et ce faisant, on espère les amener à renoncer à la violence. Donc, c'était initialement la stratégie qui a été mise en place en 94-95 en Algérie. Ça n'a pas beaucoup donné. On a, à partir de là, plutôt décidé d'embrayer sur la stratégie de déradicalisation comportementale. C'est-à-dire que là, vous allez demander aux individus simplement de cesser la violence. Cesser la violence en leur offrant des incitatifs judiciaires socio-économiques, c'est-à-dire amnistie, des aides à la réinsertion sociale économique. En échange, ils renoncent à la violence et aussi aident et participent à la lutte contre le terrorisme en fournissant notamment des informations et également essayant de convaincre les djihadistes qui sont restés dans les maquis de se rendre. Donc ça, c'était la stratégie qui a été mise en place en Algérie. C'est ce qu'on appelle la stratégie de réconciliation nationale. D'accord, qui a été mise en place à partir de 98-99 jusqu'à aujourd'hui et qui a très bien fonctionné puisque environ 15 000 djihadistes se sont rendus depuis et avec un taux de récidive beaucoup plus bas. Au Maroc, par contre, c'est une autre stratégie qui a été mise en place, c'est la stratégie de déradicalisation idéologique. Là, par contre, on a essayé plutôt de non pas simplement amener ces djihadistes à se rendre, d'accord, mais on a décidé également de les accompagner individuellement dans une réflexion idéologique pour renoncer aux idées radicales, d'accord. Donc l'idée est là de réellement de déconstruire et reconstruire leur système de pensée. D'accord. Et donc, l'idée est d'éliminer toutes les racines idéologiques de la radicalisation au Maroc. Donc, Mais ça, on c'est n'a ce qu'on aucune appelle le idée sur programme. l'efficacité de cette méthode. On n'a pas. Est-ce qu'il y a, c'est mesurable ou non? Alors, c'est toute la question. Il y a plusieurs, en fait, il y a plusieurs unités de mesure. L'unité de mesure la plus directe, c'est ce qu'on appelle la récidive dans l'extrémisme violent. C'est la récidive dans l'extrémisme violent. Donc, si vous prenez les chiffres, par exemple en Algérie, au Maroc, en Algérie, sur 15 000 djihadistes, si mes souvenirs sont bons, nous avons eu 200 récidives. 200 récidives, ce qui est très bas, qui est très, 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 très exceptionnellement. Au Maroc, sur 500 personnes environ qui sont passées par ces programmes, donc on a eu un taux de récidive qui est d'environ zéro. Il y a eu, je crois, zéro récidive dans l'extrémisme violent. On a eu quelques cas simplement de personnes qui ont eu des mailles avec la justice pour des affaires de droit commun, mais on parle de vraiment 5-6. Donc réellement, là, légalement, c'est considéré comme une réussite. Les deux programmes sont considérés de ce point de vue comme des réussites. Si on prend la récidive comme unique variable. On peut également prendre d'autres variables, notamment, par exemple, c'est leur capacité à se réinsérer dans la société. C'est une chose de ne pas récidiver dans l'extrémisme violent, mais c'est une autre aussi d'être en mesure de se réinsérer dans la société dans laquelle on vit après avoir commis tant de crimes. Là encore, il n'y a semble pas eu avoir de problème majeur, puisqu'il y a eu, quand vous êtes en fait libéré de prison, il y a aussi ce qu'on appelle des mesures d'accompagnement pour vous aider à vous réinsérer dans la société, donc pour des aides à l'emploi, des aides au logement, etc., qui vous permettraient en fait vraiment de ne plus constituer une menace, pas vivre en menace. Donc ça, c'est également une variable qu'on doit prendre en compte, c'est la capacité à se réinsérer dans la société. Est-ce qu'aujourd'hui, on voit, c'est que même en France, on a un retour sur ce travail qui est fait. On n'a pas une idée très précise en dehors de l'Algérie et encore, il n'y a pas de données, en tout cas croisées, qu'on pourrait utiliser comme un modèle. Est-ce que ces éléments-là traitent l'origine du mal? Est-ce qu'ils traitent les causes en profondeur de ce djihadisme? Oui, en fait, bien sûr, c'est une combinaison. C'est une combinaison de stratégies. C'est une combinaison. L'idée est au niveau des individus, donc, de résoudre, d'essayer de les amener à la raison, donc en renonçant à l'idéologie, par exemple, si on n'aime pas dans le cas du Maroc, mais également donc, de leur donner, en leur donnant du logement, du travail, des formations professionnelles, c'est pour les réintégrer dans leur mission socio-économique, donc c'est ça ce dont on parlait. Mais plus globalement, les pays du Maghreb, en fait, ont mis en place des stratégies d'ensemble, en réalisant que
il y avait un risque, il y avait un risque de recrutement. En Algérie, bon, c'est pas de recrutement de djihadisme, notamment dans les années 90. Donc, si vous voulez, c'est pour ça qu'on a mis en place plus globalement des mesures d'investissement dans l'économie, de développement économique, pour justement éviter que des jeunes basculent dans la violence. On a également la reprise, notamment au Maroc et en Algérie, la reprise du contrôle du champ religieux, pour éviter que justement les idées salafistes, wahhabistes, radicales ne se propagent au niveau de la société. Par exemple, la radio du Coran, les prêches, etc. Donc, la reprise du contrôle des mosquées. Le renforcement au Maroc de l'institution des oulémas pour justement éviter cela. Donc, si vous voulez, c'est lutter contre l'extrémisme violent et la radicalisation. C'est une stratégie multivolée dans lesquelles on utilise plusieurs leviers, l'économie, le religieux, l'idéologique, le politique aussi, pour prévenir et empêcher donc, les gens de se radicaliser, mais J'ai aussi envie, donc, empêcher les gens de retomber dans la radicalisation. j'ai envie de vous dire, est-ce que vraiment tout ça a une véritable emprise sur cette réalité? Parce que les causes de l'injustice, les causes des inégalités, des frustrations exigent des moyens considérables. Est-ce qu'on n'est pas là en train de théâtraliser un phénomène dont on n'a pas vraiment la maîtrise? Parce que l'efficacité n'est pas sûre du tout. Alors, l'efficacité zéro n'existe pas. C'est ça, on peut pas, l'efficacité zéro n'existe pas. Il y a pas de, il y a eu, on n'arrivera pas. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est quand même, ce qui a été fait, c'est réellement tenter, autant que peut se faire, d'investir massivement d'identifier les causes, comme on l'a dit, de la radicalisation, donc idéologique, politique, sociale, économique, d'accord? Donc, et à partir de là, donc réellement de faire autant que peut se faire adresser ces problèmes et résoudre ces problèmes autant que peut se faire. Bien sûr, tout n'est pas parfait, n'a pas été réglé, mais encore une fois, quand on voit les résultats, je reviens ici au cas de l'Algérie du Maroc où il y a eu ces programmes donc de déradicalisation ont relativement fonctionné. Il y a un effondrement donc des attentats de nombre d'attentats et d'attaques terroristes. Je pense qu'il y a quand même des leviers sur lesquels on peut agir qu'on peut utiliser, pardon, et pour justement résoudre ces questions. Ces questions, notamment encore une fois, mais c'est pas, c'est-à-dire que ces programmes-là seuls, soyons clairs, ces programmes-là seuls ne sont pas la seule, ne permettent pas de résoudre le problème. Vraiment, c'est des politiques publiques générales dans l'économie, ok, dans l'espace religieux, Oui. tout ça qui permettent en fait d'éviter et ce phénomène, de réduire ce Dji- phénomène. Dji- Jalil Lounas, je voudrais avoir plutôt un discours intimiste sur votre approche personnelle autour des cas que vous avez pu rencontrer et avoir un témoignage direct sur ces gens-là. Est-ce que vous avez vraiment établi un dialogue, un Oui, contact efficace? Comment oui. ils se sont ouverts à vous Oh, c'est bon, c'est des gens c'est des gens qui se sont rendus, hein, soyons clairs, ce qu'on appelle des repentis. Ceux que j'ai rencontrés, ce sont des gens qui sont rendus, qui ont renoncé à la violence. Donc, je les ai rencontrés des différents systèmes associatifs et autres. Donc, et on s'assoit avec eux. Et puis, bon, on engage une discussion, d'après, bon, discussion avec eux. L'idée de comprendre leur trajectoire, pourquoi ils ont rejoint ces groupes, comment ils ont fait pour rejoindre ces groupes, et euh, aujourd'hui où ils sont ensemble. Et là réellement, l'idée, en fait, voilà, pour revenir à la question que vous m'avez juste posée d'ailleurs, on essaie souvent de trouver des dynamiques globales, c'est-à-dire des structures, c'est-à-dire c'est l'économie, c'est le religieux. C'est vrai, il y a des facteurs, ce qu'on appelle des facteurs qui favorisent, qui favorisent. In fine, tous ces individus, finalement, on bascule dans la violence à un moment X pour des raisons strictement personnelles. Et encore une fois, chacun a des trajectoires différentes. Certains étaient très éduqués, très éduqués, brillants même, pour certains même brillants.
brillants, intellectuellement brillants, mais leur décision de basculer dans la violence était liée à une réaction politique, là, une colère contre ce qu'ils appelaient l'oppression des musulmans et leur volonté donc de défendre les musulmans. Donc ça, c'est par exemple pour certains. Pour d'autres, c'est effectivement l'oppression politique. Pour d'autres, c'était l'oppression Je politique, voudrais vous la capacité orienter, à... élargir l'angle et partir sur le Sahel, qui est Oui. une région qui nous intéresse au premier chef. Comment l'incubateur s'est opéré notamment au Sahel, à partir du Mali? Est-ce que vous avez, comment vous avez travaillé sur ce djihadisme sahélien? Non, au Sahel. Alors, au Sahel, bon, pour revenir au Sahel, le djihadisme sahélien, lui, remonte aux années. En fait, l'origine, c'est la guerre civile en Algérie dans les années 90. Donc, en 1995, donc, il y a un émir algérien qui s'appelait Mortal Belmokhtar, qui était parti, qui s'est déplacé vers le Sahel, ok, qui s'est déplacé vers le Sahel. Et l'idée était à l'époque donc d'avoir de l'argent, de l'argent et des armes pour les envoyer aux maquis islamistes en Algérie. Sauf qu'ils se sont établis, Belmokhtar à l'époque, qui était un émir du GIA, s'est établi au Sahel et a graduellement étendu ses réseaux et s'est renforcé au fur et à mesure des années. C'est ensuite plusieurs brigades, à partir de 2002-2003, plusieurs brigades ce qui était devenu entre-temps le groupe salafiste pour la prédication et le combat sont arrivés au Sahel, l'ont renforcé et à partir de là, donc, ces brigades ont établi des liens avec les groupes locaux et on a eu graduellement une superposition, on a eu une superposition du djihad global avec les conflits locaux au Sahel. Donc voilà ce qu'on a eu. C'est ce qui s'est donné aujourd'hui la naissance au JNIM, du groupe Jamaat Nusrat al-Islam al-Muslimin, ou le groupe pour le soutien à l'islam et aux musulmans. Ça, à l'origine, c'était ça. C'est le GSPC qui était arrivé au Sahel, au Mali notamment, qui avait pris contact avec les différents groupes d'opposition locales et qui ont mélangé le discours local d'opposition aux gouvernements locaux avec le discours djihadiste. Et ça a donné ce qu'on appelle aujourd'hui l'émergence de ce qu'on appelle des organisations locales, autrement dit, où on a un mélange d'agenda local et global. Alors, comment Peut-être ils ont il fait? faut Quelles sont les nous dynamiques au définir Sahel? cette vision qu'ont les groupes djihadistes, parce qu'on assiste à une déstabilisation majeure et les acteurs politiques ne semblent pas se rendre compte de la gravité de cette menace. En fait, les acteurs politiques, je pense que, écoutez, en fait, c'est pas qu'ils ne s'en rendent pas compte, c'est le JNIM, en fait, les groupes djihadistes, en fait, les groupes djihadistes, ont suivi une stratégie d'attrition, d'épuisement, en fait. D'épuisement, ça dure depuis De à guerre partir totale. de guerre totale et d'épuisement. C'est-à-dire ils sont dans le long terme, en fait. Voilà, le JNIM, ce qu'on appelle dans le temps long. Ce qu'on appelle dans le temps long. D'accord? Alors, si on veut mieux comprendre d'ailleurs la stratégie du JNIM, je vous réfère ici à une lettre qui a été envoyée en 2013 par l'ancien dirigeant d'Al-Qaïda, Ayman Zawahiri, en 2013, au groupe djihadiste à travers le monde, et qui permet en fait de bien comprendre la trajectoire du JNIM, puisque Zawahiri à l'époque avait dit expliquer que le califat était l'aboutissement d'un combat. Et donc, pour arriver là, qu'est-ce qu'il disait? Il disait il y a plusieurs choses que les groupes doivent faire, les groupes djihadistes doivent faire. Premièrement, c'est au niveau de l'application de la charia et au niveau de la rigidité de la rigidité d'application des principes religieux. Il disait c'est pas la peine de tout de suite appliquer la charia, de ne pas être trop sévère. Il disait il faut appliquer surtout la da'wah, la prédication. L'idée, c'est quoi? Ça permet de prêcher au niveau des populations locales et en fait de les recruter sans apparaître trop sévère, sans apparaître de manière trop radicale la charia. Donc ça vous permet d'avoir le soutien des populations en fait. C'est tout simplement ce qu'on appelle le soutien des populations. Le soutien des populations. Oui. Sauf Il dit que aussi dans cette lettre, c'est exactement ce qu'a j'ai fait le envie de vous interroger sur d'abord les États faillis. On a trois pays qui sont au cœur de cette bah, menace. Le c'est Niger, le Mali et le Burkina Faso. Et on voit que les pays sont, en tout cas les autorités, les dirigeants, sont dans l'incapacité de cerner ce mal. Et même avec l'apport de Africa Corp, les Russes en Afrique, ça n'a pas donné de résultat du tout.
Absolument, absolument, parce que justement, c'est ce que je devais vous dire, c'est que le GNIM, les groupes islamistes, en fait, les groupes djihadistes ont mis en place une gouvernance parallèle depuis les années 2000, une gouvernance parallèle. Donc, ça veut dire on a l'État faible. En fait, en fait, c'est pas qu'il y a d'État faible, c'est qu'il y a une disparition graduelle mais totale de l'État. Ils ont détruit les États, les populations ne les croient plus, la pauvreté, la corruption. Les gens se sont rabattus sur ces groupes djihadistes qui ont mis en place une gouvernance parallèle extrêmement efficace et qui ont eu le soutien, leur permet d'avoir le soutien de graduel des populations. Ils ont également établi des alliances avec les autres groupes armés, qu'on soit clair. Au niveau local, on a des collaborations très établies entre le GNIM, le GNIM et d'autres groupes armés pour lutter contre les autorités maliennes et burkinabées, etc. Donc, si vous voulez, quand vous êtes face à un État failli, quand vous êtes dans une situation où un État qui n'a plus de légitimité, qui est rejeté par la population, effectivement, toutes les forces étrangères qui ont été présentes au Sahel depuis maintenant presque une quinzaine d'années, depuis 2011-2012 jusqu'à aujourd'hui. Vous parlez d'Africa Corps, mais il faut pas oublier Serval, Barkhane, également les opérations de l'ONU, les opérations américaines qui étaient présentes, etc., n'ont servi à rien, tout simplement parce que vous le dites vous-même, les États sont complètement faillis, ils sont illégitimes, sont rejetés par la population locale, et c'est là où s'est nourri justement ces groupes djihadistes. À la différence de l'Afrique du Nord, où on a eu effectivement un État fort, il y a eu un retour de l'État, un établissement d'État fort qui s'est renforcé partout. Au Sahel, c'est l'inverse. Il y a eu littéralement un effondrement graduel de l'État et sur lequel les groupes djihadistes ont pullulé. Ils ont, encore une fois, j'insiste là-dessus, ils ont établi une gouvernance parallèle, beaucoup plus robuste, beaucoup plus efficace. Jalil Lounas, j'ai envie que vous nous disiez comment, avec une vision holistique, comment ce djihadisme sahélien essaie d'élargir le cercle de la déstabilisation pour aller vers le golfe de Guinée. Est-ce qu'aujourd'hui, quand on voit les États et les moyens pour lutter contre ce phénomène, on voit la lenteur des dirigeants politiques pour traiter cette question-là, et puis peut-être les organisations internationales, les pays, des institutions supranationales peuvent être d'un certain secours ici, non? Alors, bon, qu'on soit clair. D'abord, ils sont clairs. Ces groupes djihadistes sont clairs. Ils sont dans une stratégie de prise de contrôle des territoires de tout le Sahel. Ce n'est pas simplement le Mali ou le Burkina, c'est vraiment tout le Sahel. Je vous renvoie aux dernières déclarations de Yad Ali il y a quelques mois, et également du porte-parole du GNIM il y a quelques semaines. C'est très clair, ils sont dans le Mali, tout ça, c'est juste une première étape. Ils veulent établir un émirat sur l'ensemble du Sahel. Comment ça se passe? Il y a le GNIM au Sahel, au Mali, Burkina et Niger. Mais en fait, attention, nous avons le Boko Haram, l'État islamique dans le Nigeria, qui est Boko Haram. Il y a le groupe Ansarou, il y a plusieurs groupes djihadistes. En fait, ils collaborent ensemble. L'exception ici, c'est l'État islamique dans le Grand Sahara, avec lequel il y a une relation extrêmement conflictuelle. En fait, c'est une guerre entre l'État islamique dans le Grand Sahara et le GNIM, mais c'est plutôt l'exception. Si on regarde les autres, le GNIM avec les autres groupes djihadistes, il y a des stratégies de collaboration, incluant d'ailleurs le Boko Haram. Donc, ils sont dans cette stratégie de prise du contrôle du Sahel. Okay, ça, c'est très clair, net et précis. Ils ne vont pas s'arrêter à Bamako ou à Niamey ou ailleurs. Donc là, Qu'est-ce qui complique la situation au Sahel? On voit les pays, des pays forts comme le Maroc ou l'Algérie, ils ont inventé une méthode, un outil, mais est-ce que les pays du Sahel aujourd'hui sont en mesure d'apporter, dans des États souvent faillis ou très faibles, peuvent apporter une solution à ce problème? Alors, bon, justement, pour rebondir sur votre question précédente et votre question, on a eu ce qu'on a eu recours ces dernières années, c'était aux troupes étrangères, que ça n'a pas trop fonctionné. Africa Corps n'a donné aucun résultat, soyons clairs, tout comme Wagner d'ailleurs, aucun résultat. En fait, ça a aggravé les choses, puisque Africa Corps et Wagner, en fait, ont mené des opérations de massacre des populations civiles qui ont précipité encore plus les populations locales vers les groupes djihadistes. Récemment, on a tenté de mettre les pays sahéliens, donc il y a eu l'AES qui essaie de mettre des groupes, l'Alliance des États du Sahel qui essaie de regrouper ensemble
enfin une coalition pour lutter contre les groupes djihadistes sans trop de résultats pour l'instant. En tout cas, on n'en a pas vu. Il y a quelques jours, on a parlé d'une coalition, de la mise en place d'une force spéciale pour lutter contre les groupes djihadistes au Sahel. Là encore, les résultats, ça reste à voir. Bon, écoutez, la solution, la solution n'est pas, vous parlez du Maghreb, vous avez raison, c'est pas l'une ou l'autre, c'est encore une fois activer plusieurs leviers en même temps. La première réponse, c'est dans ce cas-là du Sahel, c'est il faut absolument reprendre le contrôle du territoire. Ça, c'est la condition sine qua non. Sine qua non. Il faut donc Oui. mettre en place des armées robustes, efficaces, qui permettront donc de pousser les djihadistes, les défaire. Donc, mais ça, Pour c'est juste une conclure, solution temporaire. Jalil Lounas, on a 2 minutes. Est-ce que le post-djihadisme aujourd'hui est une perspective envisageable? Parce que vu la complexité de la situation, on en est très très loin, non? Je crois que non, on en est très loin. Aujourd'hui, pour être tout à fait honnête avec vous, aujourd'hui, on parle surtout de gouvernance djihadiste. Aujourd'hui, partout, les gens se regardent vers la Syrie, l'Afghanistan pour voir un peu comment ça se passe là-bas et voir est-ce que les modèles sont applicables au Sahel. Pour être tout à fait clair, il y a, c'est ça qui s'agit aujourd'hui, c'est de voir est-ce que les modèles syriens et les afghans, aujourd'hui, c'est ce qu'on se demande, peuvent-ils être appliqués au Sahel et est-ce que si des groupes djihadistes comme le JNIM ou autres prennent le contrôle de ces États, est-ce qu'ils vont en fait devenir des entités étatiques ou continuer leur djihad? C'est ça la vraie question aujourd'hui, hein. On va être tout à fait honnête avec vous. La gouvernance djihadiste, à quoi on doit s'attendre au Sahel? C'est ça. Aujourd'hui, les États pensent qu'il y a un débat. Est-ce que le modèle syrien d'Achar est reproduisible au Sahel ou pas? Aujourd'hui, je ne pense pas il y a beaucoup de débats. Moi, je ne pense pas. Si le HTS, Harakat Tahrir al-Sham en Syrie, a opéré un changement depuis 2016-2017 qui a amené à la situation actuelle et encore, elle est instable, d'accord? C'est-à-dire que ce soit au niveau idéologique, doctrinal ou à tous les niveaux. Aujourd'hui, par contre, quand on regarde le JNIM au Sahel et les autres groupes djihadistes, on n'est pas du tout dans la même situation. Donc, je crois qu'il y a un pari dangereux. Certains parlent il y a un pari dangereux de faire c'est un parallèle qui est très dangereux. Jalil Lounas, je vous remercie d'avoir été avec nous. Je recommande la lecture de votre livre Les Revenants du Djihad aux éditions L'Harmattan, un livre vraiment qui fourmille d'infos, 200 et quelques pages qui sont fournies d'éléments et une bibliographie très très riche. Merci, à très bientôt, au revoir.